20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matel. Avec la libération de ces 4 otages israéliens aujourd'hui qui étaient détenus depuis le 7 octobre par le Hamas, Juan José Dorado, est-ce qu'il y a encore l'espoir de voir une trêve ou un cessez-le-feu pour vous ? Déjà, il faut se réjouir qu'il y ait 4 otages qui aient été libérés. Après, il faut bien sûr nuancer ces propos parce que ces otages ont été libérés après une opération spéciale et qui a coûté quand même la vie à des centaines de personnes. Et c'est vrai qu'il y a les chiffres du Hamas, mais dans le bombardement de l'école qui était gérée par les Nations Unies, ce sont des chiffres des Nations Unies qui parlent des plusieurs dizaines des morts. Et c'est pas le Hamas qui le dit, c'est les Nations Unies qui le dit. Y a-t-il l'espoir ? Il y a toujours l'espoir, mais ce qui est vrai, c'est que cette libération, c'est surtout un repli pour Benjamin Netanyahou, qui est très contesté au sein de son propre gouvernement, et qui est très contesté par la population israélienne, et qui va pouvoir montrer qu'avec cette libération, il fait le job. J'utilise cette expression qui est quand même assez particulière. C'est ce qu'on dit aussi semaine après semaine. Voilà. On le dit souvent dans les informés que finalement Benjamin Netanyahou, et c'est assez cynique, a tout intérêt à ce que cette guerre se poursuive parce qu'il y a son poste qui est en jeu. D'autant plus que dans ce cabinet d'union nationale, il y avait Benny Gantz qui avait annoncé qu'il pouvait le quitter s'il n'y avait pas une solution qui allait être trouvée, qui a dû annuler sa conférence de presse après cette libération des otages pour peut-être revoir sa position. J'espère qu'effectivement la proposition qui a été faite par le président américain puisse effectivement être vraiment étudiée, espérant que les autres pays, que ça soit la France, que ça soit l'Angleterre, que ça soit que les autres pays puissent faire aussi pression. Mais pour l'instant, là où j'ai peur, c'est que Benjamin Netanyahou décide de durcir le mouvement parce que il vient de libérer 4 otages. Et vous l'avez rappelé, il y a encore plus d'une centaine qui sont otages du Hamas. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a quand même une bataille qui est en train d'être perdue par Benjamin Netanyahou, et c'est l'image internationale. On sait qu'aujourd'hui, dernièrement, l'Espagne notamment s'est associée à la Cour pénale internationale pour demander de poursuivre l'État d'Israël par ce qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza. Donc cette bataille-là, elle est déjà perdue. Donc Benjamin Netanyahou... Et en reconnaissant aussi l'État palestinien. Voilà, donc la réalité aujourd'hui, c'est c'est un repli, mais il paraît compliqué qu'il puisse continuer à la tête de ce gouvernement, d'autant plus effectivement que ce gouvernement d'union nationale pourrait exploser à n'importe quel moment. Brigitte Tadès parlait de Joe Biden comme un vieux routier, pour reprendre votre expression. Ancien vice-président de Barack Obama, on s'en souvient, est désormais bien sûr président, 81 ans. Juan José Dorado, il a connu la guerre froide, il a aussi une version parfois un peu manichéenne des choses, du bien contre du mal, même parfois un peu caricaturale finalement. Parfois un peu caricaturale, mais c'est vrai que son voyage en France est aussi, comme disait Adeline, un voyage électoral. Il parle aussi aux Américains. Par contre, je ne suis pas très convaincu que parler du débarquement, ça parle à son électorat les plus jeunes. C'est lui qui a été la base de son élection il y a 4 ans, parce que eux, tu peux leur parler du Vietnam, et encore, effectivement, il y a 20 millions de vétérans aux États-Unis, mais parler du débarquement, ça n'intéresse pas vraiment les Américains et son électorat principalement. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'il a ces références qui parlent aux Européens. Et ça, c'est important. Et là, vous avez fait référence, il y a le débarquement, d'accord, c'est mémoriel, mais après il y a des sujets très importants, c'est notamment la Chine, et sur ces sujets, il faut qu'il fasse quand même quelque chose et qu'il arrive à convaincre les Européens, parce que Donald Trump, il avait eu des positions très dures vers les Chinois quand il était au pouvoir, et il faut qu'il rattrape un peu et qu'il montre qu'il est à l'auteur effectivement, et qu'il serait capable éventuellement de faire face à cette concurrence chinoise. Pour ça, il faut convaincre les Européens, et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt lui, Joe Biden, qui serait capable de convaincre les Européens, puisque les Européens et Trump, ça se passe pas très bien. On parlait tout à l'heure des affaires intérieures qui pourraient jouer et qui vont jouer sans doute pour la présidentielle américaine du 5 novembre. On parlait de Donald Trump, ses affaires judiciaires aussi. Juan José Dorado, cela va jouer également. Ça va jouer, surtout quand on connaîtra sa condamnation. Après, est-ce qu'il va être, Donald Trump, capable de garder une partie de son électorat après avoir été condamné et qu'on connaît sa
sa peine. Est-ce que, c'est la question aussi, est-ce que Joe Biden, comme je disais tout à l'heure, va être capable de garder ces jeunes démocrates qui votaient pour lui et qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, à cause du conflit à Gaza, ont commencé à manifester dans les universités et qui, pour certains, sont prêts à ne pas voter. Ils n'iront pas voter Trump, mais ils n'iront pas voter peut-être Biden. Donc, effectivement, après, il y a quand même, on en disait un mot tout à l'heure, il y a cette histoire de l'économie, cette histoire de l'immigration, cette histoire de l'inflation, qui en fin de compte, c'est ce qui va compter. Donc, Trump, il est là, il a ses ennuis judiciaires, mais Biden ne peut compter que sur ça, parce que sinon il ne sera pas élu. Mais aussi par la suite, Omar Sy avec les Intouchables, où on parlait d'un handicapé, même s'il était intellectuellement au top. Handicapé moteur, effectivement. Voilà, mais là, ce film, je suis allé le voir avec mon filleul, qui a 11 ans, il a passé tout le film à rigoler. Et à la fin du film, on sort du cinéma et il me dit, ah, ils sont sympas. Et ils sont sympas, les acteurs. En fait, un enfant de 11 ans a peut-être un regard qui est différent. Et donc, tous ces films vont dans la bonne direction. Mais il n'y a pas que ces films. Vous vous souvenez tous les rencontres des papotins. Avec notamment le président de la République qui est allé rencontrer des personnes handicapées. Donc, tout ça aide. Tu as parlé d'un exemple. Rappelons que c'est une rédaction de journalistes autistes, voilà, effectivement, et déclinée maintenant en émission sur le service public sur France 2. Mais la France, on a l'impression qu'elle est en retard. Elle n'est pas en retard parce que ça fait des décennies et que l'accès au marché du travail des handicapés est régulé. Et ça, ce n'est pas partout. Et c'est vrai aussi qu'il y a des entreprises qui travaillent avec des handicapés et qui sont en train, par exemple, tu faisais référence tout à l'heure, de s'installer, par exemple, en Espagne, la même entreprise, pour aider aussi les handicapés espagnols. Donc ce film a un avantage, c'est qu'il fait rire, c'est une comédie. C'est dommage qu'on n'ait pas cru avant, parce que Artus a eu énormément de mal à trouver les financements pour pouvoir faire le film, mais en tout cas, c'est une très belle réussite et je pense que ça aide effectivement à avoir un regard différent sur les personnes handicapées et notamment un regard différent des enfants. Je vous dis, mon filleul disait, ils sont vachement sympas. Et donc, c'est un regard différent et ça compte. Donc, je disais que ces succès va aussi permettre effectivement à des producteurs qui n'avaient pas confiance dans ce type de film, peut-être de miser sur ce type de film. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on doit faire encore plus, mais n'ayons pas que ça apporte beaucoup et profitons justement du succès de ces films. 6 millions de personnes, 6 millions d'entrées, c'est quand même assez important. Et donc, profitons de ce moment et de ce que peut nous offrir ce film. Parlons de tennis, tiens, pour refermer ces informés avec la victoire cet après-midi chez les femmes, vous l'avez suivi sur France Info, de la Polonaise Iga Świątek. La balle est... Donc de la numéro 1 mondiale commentée par Emma Sarango, Świątek qui a écrasé Paolini 6-2, 6-1, presque comme tous ses matchs dans le tournoi, sauf celui contre Naomi Osaka où elle avait dû sauver une balle de match. Juan José Dorado, tiens, je reste avec vous. Je sais que vous aimez le tennis. Elle n'est pas forcément très connue encore du grand public, Iga Świątek, alors qu'elle entre petit à petit dans la légende. C'est déjà une très grande joueuse. Vous voyez, elle entre. Elle a gagné déjà 4 Roland-Garros dans les 3 derniers. Donc effectivement, il y a un défaut. Mais je pense que si elle se balade par exemple dans Paris, il y a beaucoup de gens qui ne la reconnaissent pas. Elle est pas connue et ça c'est un défaut d'image malheureusement du tennis féminin, mais ce qu'elle a réussi aujourd'hui c'est quand même énorme et quand vous la voyez jouer, la facilité avec laquelle elle a avancé, effectivement il y a un match où elle a dû sauver une balle de match, vous vous dites voilà le tennis, il y a des différences énormes dans le tennis féminin quand même et on vient de le voir dans cette finale à peine 1 heure de match et surtout c'est vrai que derrière elle on ne voit Juan José Dorado encore 10 Roland Garros si elle égale Rafael Nadal. Voilà. Mais déjà elle est bien partie parce qu'elle en a gagné 4 à 23 ans comme Rafael Nadal. Mais permettez-moi quand même, il y a 2 choses. D'abord me souvenir d'Arantxa Sánchez Vicario qui a gagné 3 Roland Garros, elle a perdu 4 quand même, donc qui est arrivé à cette finale. Mais nous les Espagnols on se reconstruit vite fait après le départ de Nadal, puisqu'on a demain donc monsieur Carlos Alcaraz qui va jouer sa première finale à Roland-Garros, après est arrivé en demi-finale l'année dernière. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est qu'il y a cet déficit d'image du tennis féminin. L'Espagne a beaucoup prêté attention au tennis féminin à l'époque de Arantxa Sánchez Vicario et de Conchita Martínez. Des années 90, mais depuis, effectivement, on n'a pas des joueuses qui sont au premier niveau
niveau mondial, mais encore une fois... Il y avait eu Garbinier-Muguruza qui avait gagné. Tout à fait, qui en a gagné une année, et aussi Wimbledon, mais qui est parti par la suite. Mais c'est vrai qu'on a demain Alcaraz, et donc permettez-moi... Nous, aujourd'hui, on est avec Alcaraz. Allez, Alcaraz. Mais parce que j'aime beaucoup comment vous dites. Alcaraz. Alcaraz, voilà. Vous essayez de le dire, Adeline Percep. Je ne sais pas si Nadal sera dans les tribunes. Pour l'instant, il a déjà gagné Wimbledon. C'est un match épique l'année dernière face à Djokovic. Donc, il a gagné aussi l'Australie déjà. Donc, il a 21 ans. L'US Open. Donc, 21 ans. Et déjà de grands chelem à son actif. Et je suis convaincu que demain, il aura le 3e. Et ça a été le plus jeune numéro 1 mondial déjà de l'histoire. Il a l'air de plutôt bien gérer effectivement cette situation. Un pronostic, tiens, allez pour demain. On a compris de votre côté, Juan José Dorado. Ce sera Alcaraz.